Il existe une forme d'usure qui n'apparaît dans aucun examen, qui ne laisse aucune cicatrice sur le corps et qui, pourtant, parvient à épuiser ton énergie davantage que bien des problèmes réels. Je parle de cette partie de ton esprit qui ne s'éteint jamais, de cette voix intérieure qui ne s'arrête pas, qui invente des choses qui n'existent pas encore, qui transforme 5 minutes de problème en 5 heures d'inquiétude. C'est cette voix qui te maintient éveillé à 2 heures du matin, en train de discuter avec quelqu'un qui n'est même pas présent. Ce problème n'est pas nouveau. Il est aussi ancien que la philosophie elle-même. Mais parmi tous les penseurs qui ont tenté de comprendre l'esprit humain, personne n'a peut-être rapproché cette question de la vie quotidienne autant que les philosophes stoïciens, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ils ne disposaient pas des mots que nous utilisons aujourd'hui. Ils ne parlaient ni d'anxiété, ni de stress, ni de pensées intrusives. Pourtant, ils connaissaient ce problème mieux que nous ne le connaissons souvent nous-mêmes. Ils le connaissaient si bien qu'ils décrivaient l'esprit humain comme une cité intérieure plongée dans un désordre permanent. Une cité où les voix se disputent sans cesse, où personne ne dirige réellement personne, et où le véritable gouverneur de l'âme, celui qui pourrait apporter l'ordre, vit distrait, occupé de tout sauf de lui-même. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment les stoïciens ont compris qu'il était possible de faire taire cette cité intérieure. Il s'agit de cette pratique qui ont traversé les siècles et qui continue d'aider les êtres humains à retrouver ce que l'excès de pensée leur vole souvent en premier, la paix. Réunies, elles forment ce que j'appelle l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Numéro 1. Le piège que personne ne voit. Nous nous demandons tout ce que nous pouvons faire pour calmer notre esprit. Pourtant, presque personne ne se pose la question inverse. Pourquoi l'esprit refuse-t-il de rester silencieux? Les stoïciens ont observé les êtres humains pendant des siècles, avec une patience que nous avons presque perdue aujourd'hui. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ne lisaient pas d'ouvrages sur la psychologie moderne et ne consultaient pas les théories des autres. Ils s'asseyaient simplement, observaient et parvenaient à une conclusion que, même aujourd'hui, nous n'aimons pas admettre. Un esprit bruyant n'est pas une défaillance, c'est une réponse. Toute cette agitation qui nous épuise n'est pas le signe d'un système défectueux. C'est au contraire un système qui fonctionne exactement comme il a appris à fonctionner. Lorsque nos ancêtres vivaient dans des environnements où le danger pouvait surgir de n'importe quelle direction, à n'importe quel moment, un esprit incapable de se reposer était un esprit qui les maintenait en vie. Anticiper l'avenir en imaginant des menaces était une stratégie de survie. Analyser le passé à la recherche d'erreurs était une stratégie de survie. Ne pas faire confiance au silence, ne jamais se détendre complètement, ne jamais baisser sa garde même lorsque tout semblait paisible, était également une stratégie de survie. Cet esprit inquiet qui, aujourd'hui, te vole ton sommeil a été, pendant des millénaires, la raison pour laquelle tes ancêtres se réveillaient chaque matin. Le problème, c'est que le monde a changé, mais l'esprit ne s'en est pas encore rendu compte. On dit que le poisson qui naît dans l'eau ne sait pas ce qu'est l'eau. Cela ressemble à une énigme, mais cette image cherche à nous enseigner une vérité simple. Ce qui est le plus difficile à voir est précisément ce dans quoi nous sommes entièrement immergés. Réfléchis-y un instant. Nous ne pouvons pas faire taire nos pensées en utilisant le même esprit qui les produit. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie en y jetant du bois, tout en se convainquant, bûche après bûche, que cette fois-ci cela fonctionnera. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui touche exactement ce point. Les hommes cherchent des refuges pour eux-mêmes, à la campagne, au bord de la mer ou dans les montagnes. Pourtant, jamais l'homme ne trouve de retraite plus calme que celle qu'il porte en son âme. Le problème est que, pour entrer dans ce refuge, nous devons d'abord reconnaître une chose. La porte n'a jamais été verrouillée de l'extérieur. Elle était verrouillée de l'intérieur. Et la clé ne consiste pas à penser davantage. Elle consiste à comprendre pourquoi nous pensons autant. Alors, avant d'aller plus loin, réponds avec sincérité. Combien de fois as-tu voulu cesser de penser à quelque chose? Et combien de fois, en essayant d'arrêter, as-tu simplement répété la même pensée sous une autre forme, avec d'autres mots, un autre ton, mais toujours la même idée tournant sans fin dans ton esprit? Si ta réponse est très souvent, alors tu viens de découvrir quelque chose que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. L'esprit n'obéit pas aux ordres, il obéit à la compréhension. Lorsque nous ordonnons à l'esprit de se taire, il résiste. Lorsque nous comprenons pourquoi il parle, il commence de lui-même à s'apaiser. Voilà la première clé du stoïcisme appliquée au silence intérieur, et peut-être la plus difficile à accepter. Nous ne vaincrons pas notre esprit en luttant contre lui. Nous le traverserons en l'observant, en reconnaissant l'origine de chaque bruit, de chaque agitation, de chaque pensée qui cherche à attirer notre attention. Le poisson ne découvre l'eau qu'au moment où il cesse de nager frénétiquement et perçoit, pour la première fois, ce qui l'a toujours entouré. Il en va de même pour l'esprit. Le silence n'est pas un lieu où nous arrivons. C'est ce qui demeure lorsque nous cessons d'alimenter le bruit. Numéro 2. Là où il y a de l'attention, il n'y a pas de bruit. Il existe une ancienne histoire, de celle qui traverse les cultures et les siècles sans avoir besoin d'un auteur. On ne la trouve pas dans les livres célèbres et elle ne porte aucune signature.
C'est peut-être pour cette raison qu'elle a conservé une telle force. Voici cette histoire. Un jeune disciple alla trouver son maître, épuisé. « Maître, mon esprit ne s'arrête jamais. Cela fait des mois que j'essaie de l'apaiser. Chaque fois que je m'assois en silence, les pensées arrivent comme une inondation. Je fais tout ce qu'on m'a enseigné, et pourtant j'échoue. Qu'est-ce que je fais de travers ?» Le maître ne répondit pas immédiatement. Il se leva, se dirigea vers une étagère et prit un bol en bois. Il le remplit d'eau jusqu'au bord, si plein que seule la tension de la surface empêchait le liquide de déborder. Il plaça le bol dans les mains du jeune homme et dit calmement. « Traverse le jardin jusqu'à l'autre côté. Ne renverse pas une seule goutte. » Le disciple obéit. Il marcha lentement, chaque pas soigneusement mesuré, les yeux fixés sur le bol. Sa respiration devint plus lente. Ses épaules, auparavant tendues, trouvèrent naturellement leur équilibre. Sans même s'en rendre compte, toute son attention s'était rassemblée en un seul point, l'eau. Lorsqu'il atteignit l'autre côté du jardin, le bol était intact. Pas une seule goutte n'avait été renversée. Le maître s'approcha alors et demanda. « Dis-moi, pendant que tu marchais, à quoi pensais-tu » Le disciple n'eut besoin que d'un instant pour répondre, « À l'eau ». Le maître sourit et acquiesça d'un léger geste de tête. Il n'eut rien d'autre à dire. Dans ce silence partagé, le disciple avait compris. Et c'est précisément ce que cette histoire cherche à nous enseigner, une vérité que les stoïciens répétaient souvent. L'esprit ne se tait pas lorsqu'on lui ordonne de se taire. Il s'apaise lorsqu'il trouve quelque chose d'assez réel sur lequel s'appuyer. Non pas une pensée à propos de la réalité, mais la réalité elle-même, avec sa texture, son poids et sa présence. Épictète enseignait à ses disciples que la plus grande partie de notre souffrance ne provient pas des choses elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons sur elles. Livré à lui-même, l'esprit ne vit pas avec ce qui est, il vit avec ce qu'il pense de ce qui est. Et c'est dans cet espace, entre la réalité et notre interprétation de la réalité, que naît tout le bruit intérieur. Le jeune homme du jardin, en concentrant toute son attention sur l'eau, avait quitté cet espace. Il était revenu au réel. Et le réel, lorsqu'il est accueilli sans interférence, est toujours silencieux. Marc Aurèle a écrit une phrase qui semble avoir été conçue pour illustrer cette histoire. À chaque instant, tiens-toi fermement, comme un Romain et comme un homme, à l'accomplissement de la tâche présente, avec dignité, exactitude et sincérité, libre de toutes les autres pensées. Observe la précision de ces mots. Libre de toutes les autres pensées. Il ne dit pas « libre de toute pensée », mais libre de celles qui n'appartiennent pas à l'instant présent, de celles qui planent au-dessus de ce qui se passe maintenant, de celles qui vivent dans le passé ou dans l'avenir, mais jamais ici. Le bol d'eau représente la tâche présente. Et la tâche présente, pleinement vécue, est le seul véritable antidote contre l'esprit bruyant. Alors réponds-moi une nouvelle fois, avec honnêteté. Quand remonte la dernière fois où tu as accompli une action n'importe laquelle, laver une assiette, marcher jusqu'au coin de la rue, boire un verre d'eau, sans que ton esprit soit simultanément ailleurs? Si ta réponse est « je ne m'en souviens pas », alors tu viens de toucher le cœur du problème. Nous ne vivons pas là où se trouvent nos pieds. Nous vivons là où vagabondent nos pensées. Et un esprit qui vit ailleurs, par définition, un esprit qui ne se repose jamais, parce qu'il n'arrive jamais à destination. Lutter contre les pensées les renforce. Essayer de les repousser revient à admettre silencieusement qu'elles sont suffisamment réelles pour mériter d'être combattues. Mais la présence totale à ce qui se déroule maintenant, dans cet instant, dans ce corps, dans ce lieu, dissout les pensées sans même que nous ayons besoin de leur prêter attention. L'eau dans le bol n'a jamais demandé aux disciples de faire silence. Elle a simplement exigé toute son attention. Et là où l'attention est complète, il ne reste plus de place pour le bruit. Telle est la deuxième étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Découvrir que le silence ne naît pas d'un ordre, mais d'une rencontre. Une rencontre entre toi et le réel, sans que rien ne s'interpose entre les deux. Numéro 3. L'esprit qui agit de lui-même. Il existe un état dans lequel l'esprit cesse de commenter la vie et commence enfin à la vivre. Cet état n'est pas une technique. Ce n'est pas un contrôle. C'est même tout le contraire. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne a tellement cultivé une vertu, une qualité ou une compétence, le courage, la patience, la justice que celle-ci est devenue une partie intégrante de son être. Alors, l'action juste surgit d'elle-même, sans effort, sans hésitation, sans cette voix intérieure qui évalue et pèse chacun de nos gestes. Les stoïciens décrivaient le sage exactement de cette manière. C'est quelqu'un chez qui la pensée et l'action sont devenues une seule et même chose. Entre ce qu'il perçoit et ce qu'il accomplit, il n'existe plus ce juge anxieux qui décide de tout. Il n'y a plus que le geste juste, au moment juste, pour la bonne raison. Prenons un exemple pour rendre cela plus concret. Imagine un archer qui s'est entraîné pendant des décennies. Au début, il pense à tout, la position de ses pieds, la tension de la corde, la direction du vent, l'alignement de son épaule, sa respiration. Chaque flèche est une opération mentale épuisante.
Mais arrive un moment, après des milliers de tirs, il lève simplement son arc et la flèche part. Il n'a pas choisi consciemment l'instant. Il n'a pas calculé. Il n'a pas douté. Entre la cible et la flèche, personne n'a pris de décision, parce que l'archer est devenu lui-même la décision. L'habitude est devenue nature. Cela peut sembler abstrait jusqu'à ce que tu réalises que tu as déjà vécu une expérience semblable. Cela s'est produit lors d'une conversation si fluide que tu as oublié que tu étais en train de parler. Ou à ce moment où tes mains ont résolu un problème avant même que ton esprit n'ait fini de le formuler. Ou encore lorsque tu étais tellement absorbé par une tâche que le temps a disparu. Puis, en regardant l'horloge, tu as découvert que 3 heures s'étaient écoulées. Durant tout ce temps, tu n'étais pas là à t'observer constamment. Tu étais simplement en train d'agir. Tu n'as pas recherché cet état. Il s'est produit. Et il s'est produit précisément parce que, pendant quelques instants, tu as cessé d'être l'observateur anxieux de toi-même. Tu as cessé de te surveiller. Tu as cessé de te demander, à chaque geste, si tu faisais bien les choses, si les autres te remarquaient, si tu étais à la hauteur. Et au moment où cet observateur intérieur s'est tu, la vie a traversé ton être sans aucune friction. Les stoïciens connaissaient cette vérité. Ils savaient que la plus grande source de bruit intérieur ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de la surveillance obsessionnelle que chacun exerce sur lui-même. C'est ce « moi » qui ne se repose jamais. Le moi qui commente chaque geste. Le moi qui répète mentalement chaque parole avant de la prononcer. Le moi qui réécrit chaque souvenir. Le moi qui imagine à l'avance chaque scène future. Ce moi croit être indispensable. Mais c'est précisément lui qui empêche l'âme de trouver le repos. Une phrase attribuée à la sagesse stoïcienne paraît simple à première vue, mais elle est en réalité bouleversante. Partout tu seras un étranger jusqu'à ce que tu cesses de fuir toi-même. Les stoïciens comprenaient que fuir soi-même et se surveiller en permanence sont, au fond, un seul et même mouvement. Tous deux naissent du même endroit, de l'incapacité à simplement être, sans commentaire intérieur. C'est ici qu'apparaît un paradoxe essentiel de la pensée stoïcienne. Pour vraiment te connaître, tu dois cesser de t'observer constamment. Pour te trouver, tu dois cesser de te chercher à chaque instant. L'examen de conscience stoïcien, cette pratique quotidienne recommandée par Sénèque consistant à revoir sa journée avant de s'endormir, n'est pas une surveillance anxieuse. C'est exactement l'inverse. C'est l'acte de regarder toute sa journée une seule fois, avec clarté et sans drame, afin de pouvoir ensuite la laisser partir. Observer et relâcher. Non pas observer et s'accrocher. Pourtant, l'esprit agité déteste lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'il est secrètement attaché à une idée. L'idée que tu es ton projet le plus important. Ton occupation la plus urgente. La raison même de ton existence. Et c'est précisément cette idée, cette importance personnelle silencieuse et permanente qui maintient le bruit intérieur allumé 24 heures sur 24. Le sage stoïcien a découvert quelque chose de profondément libérateur. Tu n'es pas ton projet. Tu es simplement une partie de la nature accomplissant sa tâche durant le temps qui lui a été accordé. Lorsque l'âme comprend réellement cela non comme une théorie, mais comme une expérience vécue, l'observateur anxieux commence à se détendre. Le commentateur intérieur se tait. Et ce qui demeure est un esprit qui agit de lui-même. Comme l'archer. Comme la main qui écrit avant même que la pensée ne se forme. Comme une conversation qui s'écoule naturellement sans avoir été répétée ni préparée. Voilà la troisième étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Comprendre que le silence profond n'est pas le vide. C'est une plénitude si complète qu'il ne reste plus aucun espace pour que le moi exerce sa surveillance. Alors l'âme, libérée d'elle-même, s'apaise enfin. Et elle découvre, avec un certain émerveillement, qu'elle en a toujours été capable. Elle avait simplement besoin de cesser d'essayer. Numéro 4. La souffrance que nous fabriquons. La plus grande partie de la souffrance mentale que nous éprouvons ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur. Nous la fabriquons nous-mêmes avec une habileté qui, si elle était appliquée à autre chose, mériterait l'admiration. Ce n'est pas le supérieur qui nous a critiqués qui nous empêche de dormir. C'est la version que nous construisons de cette conversation. Nous rejouons la scène 20 fois dans notre esprit. Nous y ajoutons des détails, nous modifions la fin et nous répétons ce que nous aurions dû dire. Nous élaborons un récit de plus en plus complexe autour d'un moment qui appartient déjà au passé et qui ne peut plus être changé. Ce n'est pas l'incertitude de l'avenir qui nous angoisse. C'est l'avenir que nous inventons, un avenir rempli de catastrophes précises, minutieusement détaillées, que nous vivons mentalement pendant des heures avant qu'elle n'ait la moindre chance de se produire. Les stoïciens avaient perçu cette réalité avec une clarté qui demeure impressionnante aujourd'hui. Et ce fut Épictète qui formula ce qui est peut-être la phrase la plus importante du stoïcisme. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Elle paraît simple. Pourtant, elle constitue l'une des observations les plus radicales jamais formulées sur l'esprit humain. Ce qu'Épictète affirme est la chose suivante.
Entre ce qui se produit dans le monde et ce que nous ressentons dans notre poitrine, il existe toujours une couche invisible, la couche du jugement. Une interprétation que nous ajoutons automatiquement, souvent sans même nous en rendre compte. Et c'est cette couche et non l'événement lui-même qui produit la majeure partie de notre souffrance. L'événement, en lui-même, est neutre. Une personne est arrivée en retard. Voilà le fait. Mais l'esprit, en quelques secondes, fabrique une histoire. Elle ne me respecte pas. Cela recommence encore. Je passe toujours en dernier dans ses priorités. Le retard devient alors un abandon. Le fait devient une blessure. Et ce qui fait souffrir n'est pas l'horloge. C'est l'histoire. Le philosophe Arthur Schopenhauer a décrit ce processus avec une formule particulièrement juste. L'esprit humain est une fabrique de représentation. Il n'entre jamais en contact direct avec le monde. Il n'entre en contact qu'avec la version du monde qu'il produit lui-même. Schopenhauer redécouvrait ainsi, au VIe siècle, ce qu'Épictète enseignait déjà dans les rues de Rome. Cette idée a traversé les continents, les siècles et des écoles philosophiques entières. Et aujourd'hui encore, elle trouve un écho dans les travaux des neuroscientifiques qui étudient la manière dont le cerveau construit la perception au lieu de simplement la recevoir. Nous ne faisons jamais l'expérience du monde de manière totalement directe. Nous l'expérimentons toujours à travers cette couche qui ajoute, retire, déforme et organise les choses selon nos propres catégories mentales. Le problème est que nous oublions l'existence de cette couche. Nous confondons la représentation avec la réalité. Nous croyons que l'histoire que nous nous racontons correspond exactement à ce qui s'est passé. Et lorsque quelqu'un nous suggère « Peut-être interprètes-tu cette situation d'une manière qui ne correspond pas entièrement aux faits », notre premier réflexe est souvent de nous défendre avec vigueur. Car l'histoire nous paraît réelle. Elle paraît réelle parce qu'elle est la seule version que nous connaissons. À force d'être répétée encore et encore dans notre esprit, elle finit par s'imposer davantage que l'événement lui-même. C'est ici que réside la véritable souffrance. Non pas dans les événements, dans les histoires. Avant d'aller plus loin, fais cet exercice simple. Pense à la dernière chose qui t'a empêché de dormir. Cette situation qui a tourné dans ta tête pendant des jours, peut-être même des semaines. Maintenant, sépare soigneusement deux éléments. D'un côté, ce qui s'est réellement produit. Les faits bruts, sans adjectif ni interprétation, comme les enregistrerait une caméra de surveillance. De l'autre côté, l'histoire que tu t'es racontée à propos de ce qui s'est passé. Les intentions supposées des autres. Les motifs que tu leur as attribués. Les conséquences futures que tu as imaginées. Les significations que tu as ajoutées. Si tu réalises cet exercice avec honnêteté, tu découvriras quelque chose de déconcertant. Les faits bruts justifient rarement l'ampleur de la souffrance ressentie. La souffrance vit presque entièrement dans l'histoire. Et l'histoire, contrairement aux faits, t'appartient. C'est toi qui l'as écrite. Voici la 4e étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Reconnaître qu'entre toi et la réalité existe toujours un récit. La question décisive n'est pas de savoir si ce récit existe. Il existera toujours. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. La véritable question est de savoir si tu es conscient d'être à l'intérieur de ce récit. Car au moment où tu vois l'histoire comme une histoire, elle perd le pouvoir de te blesser comme si elle était la réalité. Elle continue d'exister. Mais elle cesse de te gouverner. Et c'est dans ce petit espace entre ce qui arrive et ce que tu choisis de penser à propos de ce qui arrive que réside, selon les stoïciens, toute la liberté humaine possible. Numéro 5. Le retrait intérieur. Il existe une pratique stoïcienne qui a traversé plus de 2000 ans presque en silence. Elle n'est jamais devenue une mode, ni une technique de productivité, ni une application de développement personnel. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'elle a conservé toute sa force. Les stoïciens l'appelaient simplement « se retirer à l'intérieur de soi-même ». Mais ce retrait n'est pas une méthode pour réduire le stress. Ce n'est pas un exercice de concentration. Ce n'est pas un outil de performance. C'est quelque chose de plus simple, et en même temps de plus radical. C'est l'acte de s'arrêter, de s'observer honnêtement, et de découvrir qu'il existe en toi quelque chose qui observe déjà. Le psychologue américain William James, considéré comme l'un des pères de la psychologie moderne, a écrit une phrase qui ressemble à une simple observation, mais qui contient en réalité toute une philosophie de vie. La capacité de ramener encore et encore une attention dispersée est la racine même du jugement, du caractère et de la volonté. Une éducation qui développerait cette faculté serait l'éducation par excellence. Regarde bien ce qu'il dit. Ce qui compte n'est pas la capacité à être attentif une première fois. Tout le monde l'est, à un moment ou à un autre. Ce qui compte réellement, c'est la capacité à ramener l'attention, encore et encore, sans se juger pour l'avoir perdue. Simplement la ramener. Comme on rappelle doucement un enfant distrait par son nom. Avec calme. Et c'est exactement cela, la pratique stoïcienne du retrait intérieur. Dans la pratique, cela fonctionne ainsi. Réserve 5 minutes dans ta journée.
Le matin avant de commencer ta journée, ou le soir avant de dormir. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi comme tu veux. Il n'existe pas de posture parfaite. Il n'existe pas de respiration spéciale. Il n'y a rien à réussir. Puis arrête-toi simplement. Et observe. Observe la respiration qui entre et qui sort, sans chercher à la modifier. Observe les sons autour de toi. Observe le contact de ton corps avec la chaise, de tes pieds avec le sol, de tes mains avec tes jambes. Ne cherche aucun état particulier. Contente-toi de remarquer ce qui est déjà là. Et lorsqu'un pensée apparaît et elle apparaîtra, ne lutte pas contre elle. Reconnais simplement qu'elle est là. Un souvenir du travail de demain. Une conversation passée. Une inquiétude liée à l'argent. Observe-la comme on observe un nuage traverser le ciel. Puis, avec douceur, ramène ton attention à la respiration. Non pas parce que la pensée est mauvaise, mais parce que, dans le simple fait de la remarquer sans t'y accrocher, tu entraînes exactement ce que Épictète appelait la racine de la liberté humaine. L'espace entre ce qui arrive et ta réaction à ce qui arrive. L'esprit ordinaire ne connaît pas cet espace. Il pense et réagit immédiatement. Il ressent la colère et agit. Il reçoit une nouvelle et s'effondre. Stimulus et réponse sont collés l'un à l'autre, automatiques. Ce qui se produit après quelques semaines de cette pratique silencieuse, ce n'est pas la disparition des pensées. Les pensées ne disparaissent jamais. Ce qui apparaît, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Un espace commence à se former entre le pensée et ta réaction à cette pensée. Au début, ce n'est qu'un instant. Tu sens la colère monter, et pendant une fraction de seconde, tu réalises que tu es en train de ressentir de la colère. Et ce simple instant change déjà tout. Parce que tu as vu, tu n'es plus uniquement la colère. Tu es aussi celui qui l'a observé. Avec le temps, cet instant s'élargit. Et c'est là que réside toute la différence entre une vie vécue par réflexe et une vie vécue par choix. Voici la 5e étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Découvrir, par expérience directe, que tu n'es pas tes pensées. Tu es ce qui observe les pensées. Et cette découverte, répétée seulement 5 minutes par jour, est capable de transformer lentement toute une vie. Numéro 6. La force de ce qui ne résiste pas. L'eau ne vainc pas la roche en luttant contre elle. Elle ne l'attaque pas, elle ne la confronte pas. Elle contourne simplement l'obstacle. Elle passe par-dessus, par-dessous, elle trouve chaque fissure, chaque endroit où la roche n'est déjà plus totalement solide. Et avec le temps, la roche cède. Lentement. Silencieusement. Sans que personne ne puisse voir le moment exact où cela se produit. Les stoïciens proposaient une approche similaire pour l'esprit inquiet. Ni guerre, ni suppression, ni contrôle. Quelque chose qui ressemble au comportement de l'eau. Une présence sans résistance. Mais pour comprendre cette idée, il faut d'abord déconstruire une croyance profondément enracinée en nous. La croyance selon laquelle résister, c'est agir. Que lorsqu'une pensée dérangeante apparaît, notre devoir est de la repousser, de la combattre, de l'écraser, ou de remplir notre esprit avec autre chose pour qu'elle disparaisse. Cette croyance est si automatique qu'elle ressemble à de la sagesse. Mais c'est exactement l'inverse. C'est même le mécanisme qui entretient la pensée que l'on veut faire disparaître. Faisons une expérience simple. Pendant les 10 prochaines secondes, essaie de ne pas penser à un ours blanc. Ne pense pas à sa fourrure blanche. Ne pense pas à ses grandes griffes. Ne pense pas à sa silhouette massive avançant dans la neige. Et observe ce qui se passe. Tu viens probablement d'y penser plusieurs fois. Et plus tu as essayé de ne pas y penser, plus l'image est devenue précise. Ce petit paradoxe révèle un principe fondamental. L'esprit humain ne peut pas rejeter une idée sans d'abord la représenter. Pour repousser une pensée, il doit d'abord la maintenir. Et en la maintenant, il la renforce. C'est comme essayer d'enfoncer une balle dans l'eau avec la main, plus tu appuies, plus elle remonte violemment. Comprendre cela change tout. Lorsque tu cesses de lutter contre une pensée, elle perd immédiatement une grande partie de son pouvoir. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que ce qui l'alimentait, ton effort pour la repousser, disparaît aussi. Marc Aurèle a formulé cette idée avec une précision remarquable. Supprime le jugement, et je suis blessé disparaît. Supprime je suis blessé, et la blessure disparaît. Arrête-toi sur cette phrase. Marc Aurèle ne dit pas que les blessures n'existent pas. Il dit quelque chose de plus subtil. La blessure qui fait souffrir n'est pas l'événement lui-même. C'est la lutte intérieure que nous entretenons avec cet événement. C'est le « cela ne devrait pas m'arriver ». C'est le « il n'aurait pas dû me traiter ainsi ». C'est le « comment ont-ils pu faire ça ?» Chacune de ces phrases est une main qui pousse encore et encore la pensée de l'ours blanc. Et chaque poussée ravive la blessure. Jour après jour. Année après année. Tant que nous continuons à résister à quelque chose qui appartient déjà au passé. Mais si la lutte cesse, la blessure commence à se refermer d'elle-même. Non pas parce qu'on a oublié, non pas parce qu'on a pardonné, mais parce qu'on a cessé de l'alimenter.
La psychologie moderne a redécouvert ce mécanisme sous le nom de fusion cognitive, un concept central de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, qui a montré une grande efficacité dans le traitement de l'anxiété et des pensées intrusives. L'idée centrale rejoint exactement celle des stoïciens. Le problème n'est pas la pensée elle-même. Le problème est notre fusion avec elle. L'identification totale à ce que nous pensons, au point de ne plus distinguer le fait d'avoir une pensée et le fait d'être cette pensée. Il existe deux manières radicalement différentes de vivre un même contenu mental. La première est la fusion. Dans cet état, la personne ne voit pas une pensée comme une pensée. Elle voit la pensée comme une vérité. Elle ne perçoit pas un commentaire intérieur, elle devient ce commentaire. Une simple idée de « je suis en échec » devient une identité. Une voix intérieure devient une réalité absolue. Dans cet état, la pensée n'est plus un phénomène mental, elle devient une définition de soi. La seconde manière est la diffusion, la posture de l'eau. La personne voit clairement qu'une pensée est apparue dans son esprit. Elle reconnaît son contenu. Elle en ressent parfois l'impact émotionnel. Mais elle ne s'y confond pas. Elle sait qu'elle est celle qui observe la pensée, et non la pensée elle-même. Et cette distance, presque invisible de l'extérieur, change tout. Elle sépare une vie qui s'effondre sous le poids des pensées et une vie capable de traverser les tempêtes sans s'y perdre. Lorsque tu développes cette capacité à observer tes pensées comme des événements mentaux et non comme ton identité, ta relation à ton esprit se transforme profondément. Les pensées ne disparaissent pas. Mais tu découvres que tu es plus vaste qu'elles. Et cette découverte est profondément libératrice. Tu n'as plus besoin de lutter. L'eau ne lutte pas contre la roche, car elle n'a rien à défendre. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin que la roche change pour continuer à s'écouler. Elle continue simplement. Et en continuant, elle traverse tout. De la même manière, l'esprit humain, lorsqu'il cesse de s'identifier à chaque pensée, découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à chaque critique intérieure, ni de combattre chaque peur, ni de débattre avec chaque doute. Les pensées passent, comme des nuages ou des courants d'eau. Et quelque chose en nous demeure intact, en dessous de tout cela. Voici la 6e étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Cesser d'être la roche qui résiste, et apprendre à être l'eau qui traverse. Car la roche finit toujours par céder. Et ce qui semblait être la voie la plus faible est, en réalité, celle qui traverse tout. Numéro 7. Le pas en arrière. Il existe une question ancienne, de celles qui paraissent simples jusqu'au moment où l'on tente d'y répondre. Si ta maison était en feu, que sauverais-tu en premier? La plupart des personnes commencent à réfléchir, à faire une liste. Les enfants, les documents, les photos, le chien. Mais les stoïciens répondraient autrement. Avant de sauver quoi que ce soit, sors de la pièce. Car tant que tu es à l'intérieur du feu, tu ne réfléchis pas, tu réagis seulement à la chaleur. Et personne ne prend de bonnes décisions au milieu d'un incendie. La question de savoir quoi sauver n'a de sens qu'après être sorti. Et c'est exactement le problème de l'esprit humain en crise. Nous essayons de répondre à des questions urgentes sans jamais quitter la pièce en flammes dans laquelle elles sont nées. Lorsque les pensées s'accumulent, lorsque l'anxiété monte, lorsque le bruit intérieur devient assourdissant, l'erreur la plus courante est d'essayer de résoudre le chaos depuis l'intérieur du chaos. La première forme de sagesse dans toute crise est de faire un pas en arrière. Cela ne signifie pas fuir. Cela ne signifie pas nier l'incendie. Cela signifie simplement prendre de la distance. Assez de recul pour voir la pièce entière, au lieu d'être enfermé dans les flammes. Ce pas en arrière est exactement ce que toute la philosophie stoïcienne enseigne. Elle ne t'apprend pas à mieux penser. Elle t'apprend à reconnaître quand tu es en train de te consumer dans tes propres pensées. Et cette différence, en apparence minuscule, change tout. Certaines personnes passent des décennies à chercher des solutions à des problèmes qui ne nécessitaient pas une solution, mais simplement de la distance. D'autres construisent des systèmes complexes de contrôle intérieur sans réaliser que ce qu'ils cherchaient était déjà là, exactement à l'endroit où ils n'avaient jamais pensé regarder, en dehors de leur propre feu. Sénèque a laissé une image qui mérite d'être retenue. Il disait que l'âme humaine est comme une source d'eau claire. Lorsqu'on la remue, elle paraît trouble. Lorsqu'on y jette des pierres, elle semble brisée. Mais si l'on cesse simplement d'intervenir, si l'on prend du recul et qu'on la laisse en paix, elle redevient claire d'elle-même. Et ce qui était caché sous l'agitation réapparaît, une eau qui a toujours été pure. La mente humaine fonctionne de la même manière. Tu n'as pas besoin de la réparer. Tu as besoin d'arrêter de l'agiter pour découvrir que, sous tout ce bruit, il y a toujours eu quelque chose de profondément calme. Quelque chose qui était là depuis toujours, patient, immobile, incapable de se perdre. Des siècles après les stoïciens, le philosophe français Michel de Montaigne, qui avait lu Sénèque toute sa vie et bâti une œuvre profondément humaine à partir de lui, a formulé une idée presque désarmante de simplicité. En tout lieu où la vie me trouvera, je m'y trouverai déjà. Ce n'est pas une promesse d'arriver. C'est une reconnaissance. Tu es déjà là. Tu l'as toujours été.
La vie vient simplement te rencontrer, et non t'attendre quelque part ailleurs. Le travail n'est pas de courir vers elle. Le travail est de cesser de courir hors de toi-même assez longtemps pour réaliser qu'il n'y a jamais eu d'autre endroit où aller. Ce que je te dis ici n'est pas. Si tu suis ces étapes, tu vas atteindre quelque chose. C'est quelque chose de plus radical. Quelque chose est déjà là. La pratique stoïcienne ne le crée pas. Elle retire simplement, couche après couche, ce qui le recouvre. Toute la sagesse stoïcienne, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et ceux qui les ont suivis pendant plus de 2000 ans pointent vers une même vérité. Il n'existe pas un état à atteindre. Il existe quelque chose à laisser apparaître. Alors, la prochaine fois que ton esprit inquiet passe d'une pensée à une autre sans repos, rappelle-toi la source. Au fond, l'eau est toujours restée calme. Et tu ressembles bien plus à cette eau qu'à l'agitation de sa surface, même si, à cet instant précis, tout semble dire le contraire. Voici la 7e et dernière étape de l'art stoïcien de faire taire l'esprit. Cessez de chercher le silence comme s'il était ailleurs. Il n'a jamais été ailleurs. Il a toujours été en toi. Attendant, avec la patience de l'eau, que tu apprennes enfin à t'arrêter. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si tu as eu le sentiment que cette vidéo te parlait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Pas seulement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais aussi pour que, lorsque tu auras besoin d'une voix plus calme que la tienne, tu puisses l'avoir à portée de main.